Nathalie Gontier. Tu es chargée de mission bâtiment au sein de l'ADEME Occitanie et tu vas nous présenter un peu le contexte et l'historique de l'ARA. Ensuite, il y aura Maureen de Envirobat Grand Est qui on a la chance de t'avoir puisque tu as déjà défriché le sujet dans ton secteur et qu'en plus tu étais anciennement artisane. Ensuite, Bruno Touvenin, qui un vétéran de l'ARA en Occitanie, qui nous parlera de la posture, quelle posture adopter quand on est professionnel pratiquant l'ARA. Ensuite, Raphaël Soulier, qui nous parlera de l'épineux sujet de la réglementation et du cadre assurantiel. Et ensuite, un exemple concret de comment mobiliser les aides de l'ANA en faisant de l'ARA, en créant du lien social. Et donc pour ça, on a la chance d'avoir donc Véronique Marty, qui est directrice des Compagnons bâtisseurs en Occitanie, mais également Julie Solène, ton homologue en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région déjà bien avancée sur le sujet. Donc Nathalie, je t'invite à activer ton écran et ton micro. C'est bon, normalement, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bonjour à Ouais, tous. super. Donc, on va revenir rapidement vraiment sur l'histoire parce que finalement, si construire et entretenir le cocon qui nous abrite des éléments extérieurs fait partie de nos besoins vraiment primaires. En fait, il y a eu un vrai virage technologique au milieu du 19e siècle qui a profondément modifié notre rapport à l'habitat. Du fait de l'industrialisation, hein, que vous connaissez tous, la technicité. Tout ça, ça a réduit notre capacité d'agir et aujourd'hui, en fait, les termes sont importants, hein, on se loge, hein, on parle de logement plutôt que d'habitat. Donc, on se loge plutôt qu'on habite à un lieu, on est plutôt passif qu'actif. Et c'est pas sans conséquence, hein, évidemment, on le constate au quotidien dans tous les désordres qu'il y a sur les bâtiments aujourd'hui. Pour autant, l'envie de faire soi-même n'a jamais vraiment disparu et il y a des régions où il y a des réseaux qui se sont constitués dès les années 20 en fait et puis après qui se sont beaucoup développés, après-guerre, du fait de la crise du logement à cette époque, comme par exemple les castors dans l'ouest, enfin qui sont aujourd'hui encore très actifs dans l'ouest de la France. Et le principe, c'est vraiment d'apporter de l'aide technique, juridique, logistique, et sûrement bien d'autres à faire soi-même des travaux. Et on constate en fait que cette aspiration à faire soi-même est revenue en force, hein, depuis quelques années. Et c'est sans doute aussi grâce au développement des grandes surfaces de matériaux, de bricolage et aux tutos en ligne qui se sont énormément développés sur le sujet. Alors, Anne-Lise, si tu veux bien changer. Donc pour ça, quelques chiffres, hein, qui sont sortis d'une enquête faite auprès des ménages en 2020, qui a dû être publiée en 2021. C'est une enquête qui s'appelle TREMI. TREMI, ça veut dire travaux de rénovation énergétique dans les maisons individuelles. Donc on est vraiment sur le sujet de la maison individuelle. Et donc ça a été fait auprès à peu près de 50 000 ménages. Et ça portait sur des travaux, donc lot par lot. Et la question, c'était qui a fait les travaux de rénovation de votre maison? Et vous voyez qu'en moyenne, en fait, il y a quand même pas loin de 30% des actions qui l'ont été par les particuliers eux-mêmes. Et dans ces 30%, il y en a 3% qui, vous voyez, c'est marqué mixte, qui associent en fait un professionnel, un ou des professionnels. Et du coup, c'est ce 3% qui représente l'auto-réno accompagné aujourd'hui et le 26%, c'est quelque part le potentiel de développement et qu'on va aussi aborder aujourd'hui et comment y arriver. Et vous voyez que selon le type de travaux, en fait, on monte même pour l'isolation des murs jusqu'à 50%. C'est vraiment plus, si je peux résumer, plus c'est technique ou difficilement accessible ou dangereux et plus il est fait appel à un professionnel.
Alors, autre enquête faite cette fois-ci auprès des professionnels. Annelise, si tu peux changer. Voilà, merci. Un artisan sur 8 voit des tâches, lorsqu'il intervient sur un chantier, qui sont réalisées par les particuliers. Et plus l'entreprise est petite, vous voyez ça, il y a la catégorie moins de 10 salariés, plus de 10 salariés, plus ils en croisent. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'ils connaissent, hein, qui n'est pas non plus complètement nouveau. Et pour tout le monde aujourd'hui, développer l'autorénovation accompagnée par les professionnels, ça a vraiment plusieurs enjeux. D'une part, garantir plus de qualité sur ces travaux, hein, développer la compétence des particuliers et faire en sorte de les encadrer un peu mieux au-delà, comme j'évoquais, tous les tutos qui sont en ligne aujourd'hui. Parce que derrière tout ça, quand on est fier de ce qu'on a fait et qu'on en maîtrise l'usage quelque part, ben, on va en prendre soin et ça garantit sur le long terme finalement aussi le bon geste à l'usage, de meilleurs résultats en termes de confort et de performance énergétique de l'habitat de manière générale. Donc il y a un vrai enjeu derrière de confort et de performance à la fois énergétique et en termes d'usage derrière tout ça. Et puis, évidemment, faciliter aussi l'accès aux travaux pour les ménages à faible revenu, hein. Ce qu'on constate, c'est que souvent, bah, derrière, il y a un enjeu évidemment économique à faire les travaux soi-même. Et donc, vous voyez, au-delà, il y a eu une étude qui n'apparaît pas sur l'écran. Voilà, merci. Qui a été faite en 2023. L'enjeu, c'était vraiment de faire un benchmark de tout ce qui se passait dans une quinzaine de pays autour de nous, chez nous, et qui a mis en évidence quelques chiffres sur lesquels on sera amené sûrement à échanger aujourd'hui, à savoir quel est le potentiel finalement pour les entreprises de travailler sur ce sujet de l'accompagnement. Et donc des estimations qui ont été faites qu'à peu près 660 000 gestes quand même pourraient quelque part être mieux faits et plus bénéfiques. Et puis que ça pourrait présenter 1 milliard de chiffre d'affaires potentiel rien que pour cette mission d'accompagnement auprès de tous ces particuliers qui font donc aujourd'hui, hein, les travaux eux-mêmes et qu'il faut arriver à capter pour faire améliorer la situation. Donc juste pour 2 actualités toutes fraîches. D'abord, il y a eu une douzaine de projets de territoire qui sont en cours d'expérimentation dans le cadre d'un programme qui s'appelle COP-Réno. Et le document que vous ne voyez pas, mais qui va apparaître en ligne, je suis désolée, je n'avais pas pensé qu'il y avait une animation. Ouais, mais C'est je sais pas pourquoi elle apparaît pas. c'est un point d'étape qui a été fait de ces 12 projets territoriaux, où ils en sont. Ça va durer encore, il doit rester à peu près 8 mois, je pense, pour arriver au terme de l'expérimentation. Donc ça vous donne tout un tas déjà de retours d'expérience intéressants à mi-parcours. Et puis enfin, l'actualité là qui va apparaître, un MOOC qui est porté par l'ASDER, qui a été conçu par et pour les professionnels. Et l'objet de cette formation, c'est vraiment de donner les clés pour comprendre les différents modèles, les différents types d'autoréno accompagnés qu'il y a aujourd'hui, sécuriser les pratiques, coordonner les différents acteurs et puis aider donc tout un chacun à développer une offre de services adaptée aux enjeux de cette rénovation plus performante, comme je l'ai évoqué à l'instant. Donc le MOOC qui sera ouvert le 18 juin. Il sera en ligne sur la plateforme du plan bâtiment durable, et les MOOC, tous les MOOC qui sont sur le bâtiment aujourd'hui sont sur cette plateforme.
Et je cède la parole à Maureen Kéberlé d'Envirobat Grand Est qui a défriché donc le sujet dans sa région et qui va vous présenter les différents, rentrer plus dans le détail de ce que c'est et des différentes typologies d'ARA comme on en parle aujourd'hui. Merci. Merci Nathalie. Et bonjour à toutes et tous. Maureen Queberlé, chargée de mission formation et bâtiments durables dans l'association Envirobat Grand Est. Donc pour ce webinaire, on a fait un lien entre Envirobat Occitanie et Envirobat Grand Est pour pouvoir proposer une sorte de série de webinaires. Et donc je vous inviterai à la fin de ma présentation à aussi vous inscrire à un prochain webinaire qui parlera un peu plus des pratiques des artisans et aussi d'un maître d'œuvre architecte en accompagnement. Et je vais vous parler tout d'abord donc vraiment des basiques parce que vous allez rencontrer souvent des acronymes dans cette présentation et c'est important de dire qu'est-ce que c'est. Donc on a ARA, donc c'est autoréhabilitation accompagnée ou rénovation accompagnée, les deux fonctionnent. Et ce qu'on a comme définition, c'est que c'est un concept qui se réfère à une relation de coopération entre une personne ayant le savoir-faire pour réaliser un lot de travaux et une personne souhaitant réaliser par elle-même, mais qui ne dispose pas du savoir-faire. Donc au-delà de travail pro maître d'ouvrage, on a vraiment ce lien de coopération qui fait que c'est de l'ARA. Et donc l'objectif est de permettre aux particuliers de s'impliquer activement dans leurs travaux, tout en bénéficiant de l'expertise nécessaire pour garantir qualité et sécurité. Et donc ça peut s'appliquer à la conception, mais aussi à la réalisation. Ensuite, donc on a l'ACA qui n'est pas, voilà, c'est pas une danse, c'est tout simplement autoconstruction accompagnée et le suivant, c'est ARCA, qui est, la contraction de l'ensemble. Donc vous allez souvent retrouver, ces acronymes, dans le milieu de l'autorénovation accompagnée, autoconstruction accompagnée et parce que c'est beaucoup trop long à dire. CA porte l'accompagnement et pourquoi on le présente aujourd'hui? Heu donc ça concerne les professionnels du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage et il y a il y a une qualité en fait à proposer de l'accompagnement et on peut passer à la slide suivante. Voilà, super. Déjà, on peut parler du fait que ça favorise les rencontres et l'appropriation du lieu. C'est basique, mais c'est quand même, un lien qui est très différent au bâtiment et donc qui va permettre aussi, de faciliter, toute la maintenance du bâtiment au cours, de l'usage. Donc on a vraiment une appropriation de la maîtrise d'usage, sur le lieu. On a aussi une facilitation de la performance énergétique et environnementale à travers une réduction des coûts pour le ménage. Faut savoir que, accompagner ne veut pas toujours dire réduire les coûts. Il y a des missions où en fait, il faut une telle expertise que la transmission met autant de temps. Mais sur les tâches répétitives, notamment surtout, sur tout ce qui est, technique traditionnelle, il y a un réel intérêt à accompagner. Hem, donc l'ARCA peut, permettre de dégager, du budget pour financer les travaux liés à la performance énergétique, les matériaux, la qualité aussi, de la rénovation ou de la construction. Ça permet aussi, la montée en compétences, du maître d'ouvrage. Ça facilite l'intensification de la rénovation énergétique dans un contexte où il y a quand même une bonne pénurie, des professionnels, du bâtiment, ce qui va aller vers le pire plus tard. C'est une transmission des savoir-faire et notamment des artisans en fin de carrière. Il y a certains artisans en fin de carrière qui, perdent en capacité, en fait, de faire par eux-mêmes, mais par contre qui ont un niveau de savoir-faire, qui est très élevé et c'est l'occasion pour eux, de transmettre tout simplement. Hem Ça répond aussi, comme on l'a dit avant, à une réelle demande des particuliers. D'après l'étude notamment des compagnons bâtisseurs, pour nous, c'est une association qui s'est installée récemment à Metz et à Épinal. Donc ils ont fait une étude qui montre que l'ARA engendre une commande supplémentaire, de 20 à 30 sur le montant global des travaux, ce qui est vraiment pas mal. Et alors je voulais, parler d'une idée reçue classique. Donc l'ARA représente un danger économique pour les entreprises du bâtiment
et parler donc d'une étude en vue de favoriser l'assurabilité. Donc ça, c'est la slide suivante. Donc qui explique pourquoi bon, cette idée reçue est plutôt fausse. Il faut savoir en fait bien se positionner hein, sur un accompagnement, c'est aussi un apprentissage. Et on va vous en parler plus par la suite. Donc je voulais dire qu'il y a 2 catégories en fait, des professionnels qui d'un côté interviendraient uniquement de façon conventionnelle et de l'autre, pardon, je reprends. Donc il y a pas 2 catégories, il y a pas des artisans, en fait, qui vont, vraiment, faire que de l'accompagnement et d'autres qui n'en font pas. En fait, c'est une posture dans un métier et ce sont les mêmes entreprises, les mêmes professionnels, qui, vont proposer, en fait, cette posture et elle permet d'accéder donc à des chantiers supplémentaires. Il faut savoir aussi que les travaux qui se font en ARA ne se feraient pas ou se feraient en auto-rénovation autonome, donc sans accompagnement, ce qui présente, parfois un risque puisque, on est face à des personnes qui ne sont pas formées et pourtant qui, apprécieraient en fait, pouvoir solliciter un professionnel, un expert sur, la réalisation de la tâche. Donc ça remplace plutôt, tout ce qui est rénovation autonome, plutôt que rénovation, classique, proposée par, voilà, sans posture d'accompagnement. Et aussi, il y a une qualité relationnelle, donc ça crée une relation de confiance qui, s'établit entre le professionnel, donc ce qui peut emmener aussi le maître d'ouvrage à engager des travaux conventionnels par la suite. Donc c'est-à-dire, quand je dis conventionnel, c'est sans accompagnement, pour d'autres postes, où les enjeux sont, bien plus importants. Et donc, dans cette étude, en vue de favoriser l'assurabilité, en considérant les seuls travaux de rénovation énergétique pour lesquels des objectifs, et des projections sont assez précises, on peut estimer qu'environ 90 000 projets seraient concernés et j'ai encore un autre chiffre, puisqu'on a présenté un autre chiffre avant, donc c'est 1,8 milliard d'euros, hors taxes, qui sont, mis en valeur dans cette étude donc de marché supplémentaire, ce qui est assez impressionnant. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc on pose souvent la question: «Mais qui fait de l'accompagnant? Comment enfin, qui peut proposer ça?» En soi, l'accompagnement, comme je l'ai dit avant, c'est une posture et ça peut se faire hors chantier et pendant le chantier. Aussi, hors chantier, ça peut être des organismes de formation, tout simplement. En fait, la formation va permettre ensuite, les particuliers, en fait, de construire eux-mêmes. Il y a aussi ce qu'on appelle des opérateurs ARA qui vont faire, de la sensibilisation, de l'information, de la formation. Aussi, ça peut être de la mise en réseau, du conseil à l'assurance ou des assurances spécialisées, mais aussi du groupement d'achat. On a, en association, par exemple, tout simplement Envirobat, Occitanie, Grand Est, qui vont en fait, voilà, commencer à orienter les professionnels, mais qui vont permettre, par la suite, en fait, ces professionnels, qui vont permettre que ces professionnels, par la suite, fassent de l'accompagnement. Il y a la Maison Paysanne, les Castors, Alter Alsace Énergie, plus localement. Après, le maître d'œuvre aussi hors chantier, c'est, voilà, ça va être du conseil en amont et ça, c'est des postures puisqu'il y a des règles, on en parlera par la suite. Les artisans, mais aussi il y a mon accompagnateur, Rénov, qui est aujourd'hui, un peu plus connu, donc c'est une forme instituée de l'ARA. C'est un accompagnement, comme, dit dans le titre. Et après, je voulais préciser aussi qu'en chantier, voilà, c'est tout constructeur qui doit s'assurer de l'ensemble des missions de suivi et qui est couvert par une décennale notamment. Donc ça crée aussi un cadre assurantiel et réglementaire qui est particulier et on vous en parlera plus par la suite. Donc lorsqu'on est dans une réalisation, on parle d'un animateur technique, donc c'est un artisan accompagnant les travaux. Et j'aimerais souligner que, au-delà de la compétence, du savoir-faire en fait, que l'animateur technique peut avoir, il faut avoir des compétences, pédagogiques et relationnelles qui sont indispensables en fait à l'accompagnement. On peut passer à la slide suivante. Et donc je voulais vous présenter aussi les prochains événements organisés par Envirobat Grand Est. Donc là, je viens d'avoir des informations sur l'événement du 2 juillet.
Donc, il va se faire à Toul et ça sera de 13h45 à 17h. Et ça sera donc un petit atelier. Donc, désolé pour ceux qui sont trop loin, où il y a les compagnons bâtisseurs qui vont faire une présentation de Lara. Et on aura aussi un artisan qui va présenter sa posture dans son métier, où il fait beaucoup de l'étanchéité. Et en fait, il accompagne les particuliers dans sa démarche d'étanchéification de leur bâtiment. Donc voilà, je vous invite à venir. Pour vous inscrire, il y aura prochainement des inscriptions, donc ce sera sur notre site web. Et aussi, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au prochain webinaire, donc qui sera plus un retour d'expérience sur l'ARA sur chantier, où on aura un architecte qui va présenter en fait sa pratique d'accompagnement et comment en fait il sécurise ça en tant qu'architecte inscrit à l'ordre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Le programme est encore en cours de construction pour ce webinaire qui est quand même dans longtemps. Mais voilà, vous pouvez dès maintenant vous inscrire et avoir les informations au fur et à mesure. Et voilà. Et je laisse la place à Bruno Touvenin, donc artisan, formateur et accompagnateur. Merci Maureen. Alors, justement, donc moi je vais parler un peu de ce qui se passait en amont, c'est-à-dire avant tous ces dispositifs-là, comment en tant qu'artisan j'ai pu changer de posture professionnelle et quelle était ma motivation. Donc au début, c'était il y a 20 ou 25 ans, je travaillais avec des clients qui me demandaient de plus en plus de s'impliquer dans la rénovation et avec des techniques aussi, en particulier dans l'éco-construction, qui n'étaient pas conventionnelles, en tout cas, comme là j'ai mis une photo d'une maison, les clients là m'avaient dit on ne veut pas de béton. Non, on ne veut pas de multinationales dans des maisons. Vous imaginez un peu la contrainte. Donc pas de béton. Comment on fait? Eh ben, on fait du coup sans entreprise. Et nous, en tant qu'artisans, quelque part, on ne pouvait pas répondre. Donc, on a construit complètement un autre dispositif pour pouvoir réaliser leur maison. Et on s'est posé beaucoup de questions que je vais un peu, qu'on va aborder aujourd'hui avec des réponses, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas les réponses. Donc, l'objectif, c'était quand même répondre aux besoins des gens et de changer de posture. C'est-à-dire du côté, qu'en entrepreneur, on a l'intérêt de son entreprise et du coup, on vend ce qu'on a intérêt à vendre. Et là, dans ma démarche, c'était justement venir côté de l'usager, quels sont ses besoins, comment y répondre. Et dans les besoins, il y avait quelque chose, on peut passer à la suivante, la slide suivante. Il y avait la question de faire soi-même, de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu, plutôt que telle entreprise l'a faite. Et en plus de cette fierté, il y a effectivement cette montée en compétences. La maison, c'est quand même comme un bateau, quelque chose qui nous emmène dans le temps et pouvoir maintenir, entretenir. Parce que le nombre de gens me disaient, mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce mur. En fait, on tape dessus, ou c'est creux, ou c'est plein, mais qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien. Et du coup, je ne sais pas comment intervenir dessus. Je suis complètement dépendant des entreprises. Et là, l'idée, c'est justement de les ramener avec plus de compétences. Et par exemple, quand j'étais artisan chauffagiste, à ces moments-là, on me disait souvent, votre chaudière a un problème. Je disais, mais c'est pas ma chaudière. Voilà. Alors qu'en faisant de l'accompagnement, j'ai eu l'occasion d'entendre plutôt, oui, alors là, sur notre enduit, on a un petit problème. Alors que l'enduit, on l'avait fait ensemble et tout, mais la personne avait complètement intégré le fait que c'était sa maison et que le problème, elle venait chercher auprès de moi une solution, mais c'était bien son enduit. Donc ça change énormément les choses. Il y a aussi, on en a un petit peu parlé, je pense, Maureen, c'était la question aussi du groupe. Travailler à plusieurs. Traditionnellement, les maisons se faisaient sur le plan vernaculaire, on va dire, à plusieurs, avec les voisins ou avec des gens qui savaient dans le village. Voilà. Et c'est retrouver aussi cette ambiance de pouvoir travailler avec des amis, avec la famille, avec un groupe qui va alors, c'est des pratiques qui sont complètement hors la loi aujourd'hui, vu que le cadre juridique mais il y a un besoin, au fond, qui reste là. Voilà, ça peut passer la suivante. Et après, alors, pour les professionnels, on est... Bon, je disais qu'il y avait le changement de rapport et la transmission, surtout qu'on est dans une pénurie d'apprentis, en tout cas une difficulté à transmettre son savoir, surtout pour les artisans vieillissants, comme Maureen le disait. Et donc là, il y a
alors qu'en fait, il y a un besoin de transmettre. Quand on est artisan, on a des compétences, mais on a envie de les faire valoir. Et je voyais que c'est ma comptable qui m'avait alerté, comme quoi je ne faisais pas le bon chiffre d'affaires parce que je passais trop de temps à expliquer aux gens, à les laisser faire. Des fois, ils m'aidaient à réaliser. Elle m'a dit non, non, mais ça ne va pas du tout. Vous allez avoir des problèmes. Je me dis, bah alors, si être artisan, on ne peut pas transmettre aux gens, c'est pas moi qui ai un problème, c'est le système économique qui ne permet pas ça. Donc il y avait ce blocage-là aussi qui m'a alerté. Donc là, ce qu'on a mis en place, alors là, par exemple, avec les éco-plombiers, qui étaient un groupe de plombiers à vélo, l'idée, c'était de répondre à justement ce que les artisans n'aiment pas trop faire, c'est-à-dire les petits dépannages en centre-ville. Et surtout, on faisait de la sensibilisation aux économies d'eau, aux économies d'énergie. C'est en plus de faire le dépannage qui était demandé, on en profitait pour faire un diagnostic avec les gens. Du fait qu'ils avaient confiance en nous par le fait d'être artisans, on pouvait aussi les amener à faire des gestes, à s'approprier, à changer un robinet de chasse d'eau sans avoir à faire venir un plombier. Donc quand même, il y a une posture intéressante et qui, mine de rien, se valorise. Les plombiers ont une réputation de voleurs. Et je vois les collègues avec qui je bossais qui avaient travaillé dans des grosses boîtes, on avait marre de cette réputation-là et là, quelque part, on pu la soigner. Comme ça. Voilà, donc l'idée aussi, c'est de pouvoir diversifier son activité, passer d'artisan à formateur, c'est quand même autre chose. Alors, formateur qui a des limites, si on peut voir la suivante. Euh, alors, il y en a plusieurs. Il y a la question de la concurrence déloyale avec les professionnels. Ça, on a eu un petit sondage là-dessus. C'est vrai que c'était mal vu que des artisans fassent des devis et à la fin, bah, ils voient plein de monde sur la maison, plein de gens. Ils disent, mais c'est quoi ce truc? On m'a piqué mon chantier. Et en plus, c'est des gens pas assurés. Donc, il y a eu souvent une suspicion de travail au noir, que les chantiers participatifs cassaient le marché. Voilà. Alors, ce qui n'est pas faux, sauf que souvent les gens en fait n'avaient pas les moyens simplement de faire venir un artisan et découvrir autre chose. Alors, la rentabilité n'était pas toujours au rendez-vous parce que nourrir 20 personnes pendant 10 jours, ça coûte cher. Payer un formateur aussi. Euh, voilà, donc c'est sûr que c'est pas forcément rentable. Ça, fallait pouvoir le poser. Euh, c'est une chose. Mais après, l'autre limite, en tout cas, que j'amène, c'est la question du partage de la plus-value. C'est que, bon, bah, on fait sa maison, plein de gens y participent parce qu'ils ont envie d'aider, mais à la fin, j'ai eu le cas de couples qui se séparaient, bah, les gens ont revendu la maison 2 ans après et ont fait une plus-value importante. Et à ce moment-là, bah, personne en a profité et ça avait créé, je sais, dans un village, un sentiment un peu d'amertume. À dire, bah, on vous a aidé pour faire votre maison et maintenant, bah, vous faites du bénéfice dessus. Quoi. Voilà. Donc, attention à ce côté-là, mais bon, je crois que maintenant, ça va. Voilà comment on peut le cadrer. Voilà. Après, il y avait les limites de la formation sur chantier, c'est que c'est limité quand même à quelques ouvrages. Voilà. On ne peut pas dire qu'on fait une véritable formation avec un processus reproductible et exhaustif avec du contenu théorique, même si pour certains chantiers, on prenait le temps de faire des moments théoriques. Donc ça enlève encore de la rentabilité. Mais bon, en même temps, ça permettait d'équilibrer, en tout cas, le fait que des gens viennent donner leur temps et, repartir avec un savoir. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas de la concurrence avec des artisans, vu que le produit n'est pas le même hein, en termes de finition, euh, et c'est pas la même chose qu'une véritable formation non plus, du fait qu'il n'y a pas ce contenu et pas de qualification non plus à la fin. Par contre, le gros enjeu, bah, c'est cette ouverture. Je sais qu'il y a des autoconstructeurs qui sont devenus artisans, qui sont rentrés dans le monde du bâtiment alors qu'ils venaient de l'industrie, grâce au fait d'avoir été accompagnés. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Voilà, donc voilà, quelques problèmes, quelques limites, bah, comme c'est cette question de la responsabilité des décennales. Il y a la question du travail au noir aussi, qui nous a été souvent reproché et qui est effectif, quoi. On parle de chantier interdit au public, parce que normalement sur un chantier, et souvent pour beaucoup d'architectes, vous le savez, la responsabilité qu'ont les professionnels sur les chantiers. Mais, et puis la question de l'accident aussi, qui était vraiment un gros problème. En tout cas, pendant une bonne période, on n'avait pas d'assurance là-dessus et c'était quand même donc obligation de faire des ouvrages assez réduits, pas des charpentes ou des choses comme ça, et pas de travail en échafaudage. Voilà, donc je pense que Raphaël
s'il est arrivé, j'espère en tout cas, va pouvoir nous éclairer justement, Raphaël Soulier, sur ces Je suis points-là. là. Voilà, merci. Merci Bruno. C'est bien d'avoir ouvert cette question de la réglementation par un exemple concret qui montre vraiment des problèmes réglementaires divers et variés. Donc alors, il faut bien comprendre que le cadre réglementaire des métiers du bâtiment, c'est pas un cadre pour le métier du bâtiment, c'est chaque métier du bâtiment a son propre cadre réglementaire. Et par exemple, quand on est artisan ou quand on est architecte ou quand on est assistant à maîtrise d'ouvrage ou quand on est bureau d'études ou quand on est euh, bureau de contrôle, et effectivement, ce sont des cadres réglementaires très différents. Donc il faut vraiment bien se mettre ça en tête. C'est que le fait d'avoir un métier, ça fait qu'on a son propre cadre réglementaire et on ne peut pas, par l'argument de l'accompagnement, dire qu'on fait un autre métier. Typiquement, est-ce qu'on est organisme de formation? Est-ce qu'on est bureau de contrôle? Est-ce qu'on est tout ça? Voilà, c'est que son métier. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cadre réglementaire, on va toujours avoir la question de la concurrence déloyale avec les obligations assurantielles, c'est-à-dire responsabilité civile, décennale, dommage ouvrage. Par exemple, tout à l'heure, Bruno nous parlait de la sécurité des personnes sur le chantier. C'est obligatoire d'avoir une assurance responsabilité civile pour, euh, pour un professionnel quel qu'il soit. Mais il va falloir qu'il ait une responsabilité civile en fonction de son métier. Et par contre, la dommage ouvrage, elle est obligatoire pour le maître d'ouvrage lui-même, voilà, pour le propriétaire ou le particulier, le client, comme vous voulez l'appeler, qui doit avoir ça. Donc même la personne, en fait, le professionnel qui va sur le chantier doit être en mesure de faire en sorte que tout ce cadre réglementaire soit respecté. C'est le professionnel qui est considéré comme le sachant. Pareil pour les travaux finis. Là, on est dans le même cadre que réglementaire, que ce soit de l'accompagnement ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des obligations de travaux finis. Quand on va vendre une maison, moi je sais que par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a appelé une fois parce qu'il était dans une situation très critique. Il avait auto-construit sa maison lui-même. Alors là, il n'y avait pas d'accompagnement, il avait tout fait tout seul et il l'a vendu. Et il y a les acquéreurs qui ont porté plainte et qui nous demandent des remboursements sur des sommes astronomiques pour des choses qui ne sont pas assez bien faites. Et comme il n'y a pas il y a rien du tout pour garantir ça, il faut voir comment est-ce que le notaire peut jouer sa place. Donc, il faut bien comprendre, voilà, ce cadre réglementaire, il est très vaste. Et alors, la question du travail dissimulé dont parlait Bruno, là, c'est assez important aussi, c'est que dans le cadre des chantiers participatifs, puisque quand on parle d'accompagnement à l'autoconstruction ou l'auto-rénovation, on parle beaucoup de chantiers participatifs, c'est pas toujours le cas, hein. Mais bon, c'est quand même la logique de la participation du maître d'ouvrage sur le chantier, qu'il soit seul ou avec des bénévoles. Et donc, il y aura toujours la question de savoir comment est-ce que cette personne est considérée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient produire de la richesse? Est-ce que c'est un bénévole? Est-ce que c'est justement quelqu'un qui va être payé, mais à côté, est-ce que c'est du travail au noir? Ou alors encore plus, est-ce que c'est une personne qui vient travailler contre son gré, c'est-à-dire qui a des obligations, qui est en subordination, mais qui n'est pas payée? Alors ça, on peut appeler ça de l'esclavage, c'est absolument interdit. Donc, on va juste aller à la suite de cette slide où il y a le petit propos. Voilà, un petit rappel, c'est qu'à chaque métier du bâtiment, sa réglementation et l'accompagnement ne peut pas être un argument pour faire un autre métier que le sien. Ça, c'est la première chose la plus importante à comprendre, c'est qu'on fasse de l'accompagnement ou pas. De toute façon, on est dans un cadre réglementaire spécifique à un métier. L'accompagnement, c'est le fait d'inclure le maître d'ouvrage et d'éventuels aidants dans le chantier, que ce soit à la conception ou que ce soit à la réalisation. Donc à la conception, ça c'est quelque chose qui se fait déjà dans le cadre des métiers, c'est-à-dire un architecte ou un assistant maîtrise d'ouvrage ou maître d'œuvre, quand il va réaliser ses plans, qu'il va faire son projet, rien ne l'empêche de solliciter en consultation le, le maître d'ouvrage. Bien entendu, comme il va signer et qu'il va être responsable, forcément, ça sera ses choix qui primeront. Et c'est là que, est-ce qu'on peut vraiment parler d'accompagnement? C'est plutôt le fait d'intégrer le maître d'ouvrage dans la prise de décision. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose d'assez cadré. L'assistance et maîtrise d'ouvrage, c'est à peu près cadré aussi, on connaît ça. Donc la slide suivante, on va comprendre que l'aspect réglementaire, finalement, là, on va parler plutôt sur les chantiers, comment ça se passe. Et il va falloir comprendre qu'il y a une notion qui est importante, c'est la notion du tiers, pour le maître d'ouvrage accompagné, qui implique une situation paradoxale. Alors,
Soit on a le maître d'ouvrage qui n'est plus considéré comme tiers dès que sa participation à la mise en œuvre est qualifiée, c'est-à-dire qu'on dit, bon, ben, on sait qu'il va participer, tout ça, il va participer au chantier. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, la, la responsabilité civile, la RC Pro, ou de l'entreprise, qui va pouvoir couvrir ces personnes a priori, en fait, elle va être déqualifiée parce que les assurances ne sont pas censées couvrir les tiers. Ne sont pas, ne sont pas censées couvrir les personnes qui vont participer au chantier qui sont étrangères à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, normalement, doit couvrir à travers le droit du travail. C'est-à-dire qu'il va y avoir soit des apprentis, soit des personnes en stage, des choses comme ça. Mais ça ne sera pas des personnes externes, bénévoles. C'est absolument interdit d'être bénévole pour une entreprise commerciale. Donc, il existe d'autres moyens. C'est pour ça que des fois, quand je parlais tout à l'heure d'organismes de formation, on dit, ah, mais ces personnes-là, elles sont dans le cadre d'un travail. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut mettre en place une décennale? Est-ce que l'organisme de formation peut vendre un objet fini? Non, ce n'est pas un support pédagogique, c'est une production. Donc, il existe toujours des chantiers, il existe toujours des contre-exemples, comme par exemple les chantiers écoles ou les choses comme ça. Il faut bien comprendre le principe de base. Et alors, si par contre le maître d'ouvrage n'est pas déclaré par le professionnel sur le chantier, eh ben là, on peut considérer que c'est du travail dissimulé. Et là, on va vraiment aller sur un risque de prison ou en cas d'accident. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un sur le chantier qui a un accident, c'est le professionnel qui est responsable et c'est exactement les mêmes situations que du travail au noir. Donc là, on peut comprendre qu'on va être soit au pénal, soit au civil. Mais dans les deux cas, on va avoir un souci, soit parce qu'on n'a pas d'assurance, soit parce que, l'assurance décennale ne marche pas, soit parce que les personnes, voilà. Donc c'est exactement ce que j'ai marqué un peu en dessous. Il n'y a plus qu'à choisir entre le civil et le pénal. Bon, alors, dans tous les cas, c'est toujours le professionnel qui va être responsable. Alors, sur la dernière slide, on va comprendre qu'en fait, les chantiers participatifs, ils restent quasiment toujours dans le cadre amateur privé. C'est pour ça qu'on a vu, c'est souvent un peu de l'éco-construction, c'est des personnes c'est vraiment autour de la maison, c'est autour de chez soi. Il faut imaginer que le cadre réglementaire, il s'applique pour tout le monde. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de faire comme ce que disait Bruno? Est-ce qu'on l'accepterait si c'était, je sais pas, Bouygues qui faisait ça sur la construction d'un grand immeuble avec, avec du travail détaché? Ça commencerait à devenir plus que problématique. Là, on comprendrait tout de suite la situation d'esclavage. Il faut bien comprendre que le cadre réglementaire, il est pour tout le monde. Donc, quand on va mettre en place ces petits chantiers participatifs et tout ça, on va mettre en place, pour que ça fonctionne, il existe des montages juridiques de contournement, comme par exemple le fait de créer une association à côté qui anime les chantiers participatifs. Alors, je vois une question, est-ce qu'il existe des contrats de bénévolat? Oui, oui, le cadre du bénévolat est très, cadré au niveau réglementaire, au niveau national. Et les chantiers Twiza peuvent être assurés, ça dépend des maîtres d'ouvrage. Par contre, donc ces associations qui vont pouvoir faire de l'accompagnement, ou même des professionnels qui peuvent faire de l'accompagnement, à ce moment-là, normalement, ils ne sont pas censés fabriquer quelque chose puisque c'est pas le cadre du professionnel. Si après, derrière, on dit, bon, ben maintenant, on voit que ça a été bien fait et j'accepte, je vous fais un devis, une facture une fois que le chantier est fini, on voit qu'on est déjà sur des fonctionnements abusifs. Donc, on peut engager sa décennale a posteriori sur un chantier terminé. Tout le monde comprend tout de suite que c'est pas bien. Mais il y a des solutions qui existent parce qu'en fait, ce qui nous manque là, c'est une solution assurantielle qui va pouvoir intégrer des tiers, enfin le maître d'ouvrage et d'éventuels aidants sur le chantier. Et ça, en fait, il suffirait que les assureurs créent une intercalaire à rajouter au contrat au RC Pro du professionnel. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il y a des structures, comme on disait tout à l'heure avec les castors ou les compagnons bâtisseurs, où il y a des professionnels qui vont aller sur un chantier, il y a une décennale, et les particuliers peuvent participer. Donc c'est pour ça que là, on parle de Twiza ou quoi, il faut bien comprendre la différence entre un chantier accompagné par des associations ou accompagné par des professionnels du bâtiment. Là, on est dans le cadre de l'accompagnement par les professionnels du bâtiment. L'accompagnement par des associations d'éco-construction qui sont de la sensibilisation ou des choses comme ça, ça pose aucun problème. Tout le monde a le droit de le faire. Par contre, il n'y a pas de décennale et c'est comme un... Voilà, il faut faire attention quand même parce que en cas d'accident,
il faut quand même que la responsabilité civile de l'association puisse couvrir l'accident, parce que si typiquement on fait un chantier sur un toit et qu'on tombe, il y a un petit souci quand même. C'est-à-dire que là, est-ce que l'assurance était au courant que les gens allaient devoir se déplacer sur un toit? Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais, il y a quand même des structures qui ont ces systèmes d'assurance, des entreprises qui peuvent faire du chantier, comme les compagnons bâtisseurs ou les castors. Et donc, je vais laisser la parole aux compagnons bâtisseurs pour pouvoir nous expliquer comment ils font. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Donc Véronique des Compagnons Bâtisseurs de Occitanie, avec Julie qui est plutôt au Compagnon Bâtisseur en Rhône-Alpes. Alors excusez-moi, j'ai une mauvaise connexion, donc je ne mettrai pas ma vidéo. Alors, les compagnons bâtisseurs, en ce qui concerne l'auto-habitation accompagnée, Nathalie, Maureen, Bruno et Raphaël ont évoqué énormément d'aspects qui nous caractérisent aussi. Tu peux passer, s'il te plaît, Annelise, qui caractérise en fait aussi les pratiques des compagnons bâtisseurs. Alors, nous, on a un réseau national qui a plus de 60 ans et qui est spécialisé dans l'auto-réhabilitation accompagnée, comme l'a défini Maureen. On s'adresse essentiellement aux habitants, on va dire, en situation de précarité ou avec des difficultés socio-économiques. C'est plutôt la cible des compagnons bâtisseurs. Pour les accompagner à faire des travaux chez eux, avec eux notamment, eh ben, on le mène avec des salariés, des professionnels, des anciens professionnels du bâtiment, on va dire aussi, comme l'a rappelé Maureen, des personnes qui ont eu de l'expérience et qui viennent la valoriser aussi aux compagnons bâtisseurs. Bref, plusieurs typologies d'accompagnateurs techniques. Plus d'autres métiers aussi d'accompagnement chez nous. Mais on est également dans nos équipes, on intègre également dans nos équipes des volontaires en service civique et corps européen de solidarité. C'est très important, ça fait partie de l'ADN du réseau. On est assuré, comme l'a rappelé Raphaël, les compagnons bâtisseurs, nous disposons d'une responsabilité civile et décennale pour mener tous nos accompagnements. Principalement, les accompagnements, ils s'adressent à des locataires, du parc public et du parc privé, des propriétaires occupants, même des propriétaires bailleurs en ce qui nous concerne en Occitanie, également des copropriétaires. Et ce qu'on vous propose d'ailleurs, c'est de vous montrer en image un petit peu quel type de chantier on peut mener, avec des entreprises à côté également, parfois en sous-traitance, et c'est là où on va élargir du coup le champ des coopérations avec les tiers du secteur privé. C'est ce qu'on voulait vous mettre en avant aujourd'hui. On ne va pas rappeler les valeurs ajoutées et les spécificités. Les collègues l'ont fait préalablement, on peut passer, si tu permets, Annelise, la valeur sociale, etc. Ça, on l'avait saisi à travers les témoignages des collègues. Ce qui est important de retenir pour les compagnons, c'est que nous, on est effectivement à la croisée de plusieurs financements publics, des financements de politiques publiques relatives à l'habitat, au social. Du coup, c'est essentiellement l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, ça peut être l'ANRU également, ça peut être les départements au titre du FSL, c'est beaucoup avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Voilà, toutes ces politiques publiques, tous ces dispositifs permettent aux compagnons bâtisseurs de mettre en œuvre tous nos chantiers. Alors en image, pardon, nous les compagnons bâtisseurs Occitanie, juste brièvement, on est sur 6 départements de la région. On peut passer, parce que voilà. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est par exemple la déclinaison de l'auto-réhabilitation accompagnée à destination de locataires. Voilà. C'est également pour permettre aux habitants, évidemment, de s'approprier, d'améliorer leur cadre de vie. Ils ne sont pas tous dans l'état qui sont sur nos photos, mais globalement, il y a beaucoup d'habitats, entre guillemets, dégradés, des problématiques de non-décence, des problématiques de défaut de confort fonctionnel aussi dans les logements. Donc, vous voyez, chez les locataires, on est essentiellement sur des natures de travaux, d'amélioration, d'entretien locatif du décret de 87 pour faire court. Voilà, ça c'est pour les locataires.
Voilà, tu peux passer, Annelise. On est également, ce que je vous disais en préambule, on a décliné également notre méthode auprès de copropriétaires, dans les petites copropriétés de centre-bourg notamment. Nous, on l'a expérimenté dans le cadre de la politique de la ville à Béziers depuis plus de 6 ans maintenant, et on le décline aussi sur d'autres territoires. Là, vous avez en image ce que l'on a réalisé alors avec une orientation des services habitat et de l'ECFR d'une communauté d'agglomération. On a pu participer, tu peux passer à l'autre, voilà, on a pu participer en fait avec des entreprises à la rénovation globale de cette petite copropriété. Voilà, c'est pour vous montrer aussi que l'ARA, c'est aussi sur d'autres, ça s'applique aussi à d'autres champs que le logement stricto sensu des personnes. Tu peux passer. On le décline également chez des propriétaires occupants, avec ou sans ANA, avec ou sans entreprise, avant ou après nos interventions. Là, en l'occurrence, vous avez à l'écran un exemple d'un chantier qui a été réalisé chez un propriétaire occupant dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne avec des entreprises. Donc, nous, on a eu des lots particuliers qu'on a fait avec le maître d'ouvrage. Et puis, les entreprises ont eu leur lot et le tout a permis en tout cas une rénovation de l'ensemble de cette habitation. Pour rappel, là, en l'espèce, ce chantier-là, il a été orienté par un espace Conseil France Rénov et tout le montage financier a été fait par le même espace. Voilà. Véronique, je me permets juste parce qu'il y a des petites questions qui suscitent un intérêt, Ah, pardon. notamment de savoir si peut-être de revenir sur les dossiers ARA, enfin, en tout cas qui ont mis en application de l'ARA et qui a bénéficié des aides de l'ANA. Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur le schéma. Ouais. Si on peut juste terminer, tu vois, et on pourra répondre parce que Julie, elle va aussi en présenter également. Juste en répondant à la question de l'ANA, l'ANA cofinance les chantiers d'autoréhabilitation à destination des propriétaires occupants avec l'instruction 2015. Et du coup, ça dépend vraiment des natures de chantiers et de dossiers. Mais elle le cofinance. Là, vous avez à l'écran aussi ce qu'on voulait vous montrer. C'est une autre petite valeur ajoutée de l'ARA, pour le coup, chez un propriétaire occupant en lutte contre l'habitat indigne, avec des entreprises et en plus avec du don de matériaux qui est reconnu par l'ANA aussi. C'était important de vous le porter à connaissance. Ça, on l'a démarré, nous, l'année dernière, en tout cas en Occitanie. Donc, on peut également adjoindre à nos interventions du don de matériaux, qui sont essentiellement neufs en ce qui nous concerne. Tu peux passer. On peut aussi faire des chantiers propriétaires occupants sans ANA. Voilà, tout simplement. Un lot d'autoréhabilitation accompagné seul, sans entreprise à côté. Mais là, en l'occurrence, avec des dons de matériaux également. Vous voyez sur la cible propriétaire occupant, il y a plusieurs types d'interventions et plusieurs montages financiers possibles. Alors, en ce qui concerne le don de matériaux, au sein du réseau national Compagnon Bâtisseurs, plusieurs plateformes solidaires de réemploi des matériaux existent en Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine, chez nous, et puis des modalités différentes sur la région parisienne notamment, et puis chez nos collègues de Rhône-Alpes. Ça, on pourra l'évoquer ultérieurement parce que je vois que le temps passe et que Maureen, elle va s'en aller. On peut passer. Hop. L'autoréhabilitation accompagnée se décline également sur des chantiers, sur des espaces publics, le cas échéant. Voilà, c'était un exemple. C'est des chantiers au cours desquels on associe des habitants d'un quartier et ou de partenaires. Ça se décline également sous forme de bricobus. Il y en a une cinquantaine sur l'ensemble du territoire hexagonal. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu de comment ça peut s'appliquer sur différents supports et natures de chantier. Et avec ou sans des entreprises à côté de nous. Mais plus on associe les entreprises, en tout cas en ce qui concerne les propriétaires occupants, plus on peut faire de travaux et des rénovations d'ampleur, que ce soit
de nature performance énergétique ou également lutte contre l'habitat indigne. Julie, et on répondra aux questions, Julie de Rhône-Alpes va vous présenter une autre façon d'associer des entreprises à nos chantiers. Je te laisse la parole, Julie. Oui. Donc, Julie, directrice des Compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes. Donc, nous, on intervient auprès des propriétaires occupants sur 3 départements, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, avec l'idée de venir vraiment en complémentarité des dispositifs existants, déployer une offre d'auto-réhabilitation accompagnée sur les territoires, donc à différents niveaux, à toute étape de la filière finalement, à la fois en amont dans l'animation d'un réseau d'acteurs pour permettre le repérage des publics, donc avec des acteurs de l'habitat, de l'action sociale, des collectivités territoriales également. On accompagne les propriétaires occupants en amont de leur projet de rénovation sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc notamment en tant que mon accompagnateur rénov'. On a également l'encadrement des chantiers en ARA, et là, on va faire appel soit effectivement à nos équipes en interne, mais le plus souvent, comme on est sur des territoires qui sont quand même vastes, qu'on n'a pas de capacité à intervenir partout, et qu'en plus c'est sur différents corps de métier, on sous-traite une partie de nos chantiers auprès des propriétaires occupants. Donc ça peut être des chantiers d'isolation, de ventilation, de menuiserie, etc. Donc c'est vraiment sur tout un ensemble de corps de métier. Avec l'idée, donc cette sous-traitance, ça veut dire qu'on garde la relation contractuelle avec l'habitant et que finalement on apporte le cadre assurantiel et juridique. Donc effectivement, on va permettre d'assurer le chantier, que ce soit en décennal ou en RC pour les participants au chantier. L'artisan, lui, amène ses compétences. Évidemment, il y a un dialogue qui s'instaure avec l'artisan pour la réalisation du chantier. Et finalement, on reste, nous, l'interlocuteur unique, on va dire, du ménage de bout en bout de son projet, ce qui est à la fois confort et pour l'habitant, qui garde qu'un seul interlocuteur, et pour le professionnel, puisque finalement, ce qui freine souvent la pratique de l'ARA pour les professionnels, c'est les questions assurantielles. Et quand on intervient auprès de ménages avec des faibles revenus, c'est aussi la question du risque d'impayé, donc comporte là aussi. Donc voilà, cet accompagnement-là, il y avait des questions, effectivement, j'ai vu sur l'ARA dans le cadre de l'ANA. L'ANA prend en charge effectivement les travaux en ARA, pas besoin d'être agréé pour cela. D'ailleurs, il y a une dérogation au RGE qui est faite dans le cadre de l'ARA. C'est les matériaux pris en charge par l'ANA dans les mêmes conditions que pour des travaux classiques, et l'accompagnement qui est lui pris en charge à hauteur de 300 €, enfin, sur un montant de 300 € par jour maximum d'accompagnement, et c'est 15 à 40 jours qui peuvent être financés comme ça par l'ANA. Voilà, donc le parcours d'accompagnement d'un propriétaire occupant, ça va vraiment de la première visite, c'est-à-dire que la démarche d'auto-réhabilitation accompagnée, elle commence vraiment dès les premières visites, dès le montage du projet, avec vraiment un appui à l'élaboration du projet de travaux, que ce soit sur le volet technique, administratif, financier. On boucle aussi les plans de financement quand c'est trop compliqué, même avec les aides publiques, puisque notre association au niveau national gère aussi un fonds travaux qui permet de boucler les plans de financement quand il y a besoin. Et globalement, l'idée, c'est vraiment de développer, de structurer les filières d'auto-réhabilitation accompagnée sur les territoires en s'appuyant sur ce qui existe, et notamment sur les professionnels qui soit pratiquaient déjà, soit souhaitent pratiquer, mais pas forcément le cadre qui va bien. Voilà. Je sais plus, Véronique, si tu voulais présenter cette formation, l'ASDER, effectivement, qui est un organisme de formation présent sur notre territoire, c'est à Chambéry, me semble-t-il. Oui. Voilà, qui déploie une formation sur l'auto-réhabilitation accompagnée dans le cadre en tout cas, qui est une formation certifiante, puisque depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'Association nationale des compagnons bâtisseurs a permis la certification du métier d'accompagnant à l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc voilà, il y a une formation désormais qui existe pour les professionnels qui voudraient se certifier.
avec effectivement quelques critères. Donc les prérequis, c'est avoir 2 ans d'expérience dans l'accompagnement à l'autoréhabilitation accompagnée et avoir une qualification technique dans le domaine du bâtiment, avec de fait une formation à l'ASDER qui permet d'accéder à cette certification. Merci beaucoup, Julie. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites questions qui défilent dans la conversation. Notamment une dans les départements où il n'y a pas des compagnons bâtisseurs présents. Est-ce que vous pouvez nouer des partenariats avec une autre structure? Quand le vous pouvez nouer, c'est qui Ouais. vous? Les compagnons bâtisseurs, je pense. Alors, nous, effectivement, on n'est pas présents sur l'ensemble des départements. Parfois, sur certains départements où on n'est pas, il existe d'autres structures qui interviennent en autoréhabilitation accompagnée, ou autrement. Après, ça peut être des discussions qui s'engagent avec les territoires pour nous faire intervenir, ouais. Oui. Oui, Merci. c'est pareil sur les autres associations régionales compagnons bâtisseurs. Il y a une autre question de Julie Marchand. Est-ce que l'accompagnement prend la dimension dossier de déclaration préalable ou permis de construire des travaux? Et si oui, également dans un contexte de protection ABF? Et de savoir si effectivement les chantiers ARA ont eu, enfin, ceux qui pratiquent ont eu une formation aux spécificités du bâti ancien. Oui, alors nos équipes sont évidemment formées pour accompagner les projets de travaux de rénovation, donc selon les régions aussi, puisque les bâtis, les types de bâtis sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Il va y avoir des formations de nos intervenants sur les bâtis anciens. Voilà, voilà, tout dépend effectivement des types de bâtis sur les régions. Après, les travaux sont soumis aux mêmes obligations que n'importe quel autre travaux, notamment quand il y a des au niveau ABF ou autre, ouais. Tout à fait. Ouais. Merci. Il y avait 2 questions, un peu plus, en amont avant vos présentations, donc je sais pas, enfin n'importe quel des intervenants pourra y répondre. Il y en avait 2. La première, c'est, pourquoi ou je dirais peut-être plutôt comment facturer la théorie de l'accompagnateur? Enfin le fait, pour un artisan de donner du conseil, en fait. Alors nous, on facture le temps d'accompagnement sur chantier et ce temps d'accompagnement sur chantier, il inclut à la fois le geste technique en lui-même, mais aussi la transmission du geste technique. Donc finalement, c'est de fait plus ou moins, inclus et c'est pour ça que contrairement à une idée reçue, l'ARA n'est pas forcément moins cher que des travaux classiques, puisque ce qu'on gagne en main-d'œuvre, et ben, on le prend aussi pour former, donc voilà. Donc c'est la plus-value de l'autoréhabilitation accompagnée, elle n'est pas forcément économique, même bien qu'elle le soit parfois, mais elle est aussi vraiment dans la montée en compétence de l'habitant et dans la connaissance fine de son bâti. Merci. Et la dernière petite question auquel on n'a pas répondu, il me semble, c'est, est-ce qu'un bureau d'études peut faire de l'ARCA? Alors ça, c'est peut-être pas vous, les compagnons Ouais, bâtisseurs, qui là, pourraient répondre. non. Je sais pas si, donc je crois que Maureen a dû filer. Peut-être que Raphaël aura une réponse à ça. Bon, bah, on n'aura pas notre réponse de suite. Je voulais continuer. Merci beaucoup, Julie et Véronique. Alors, pardon. Julie et Véronique, il y a une dernière question qui n'a pas eu de réponse sur l'ARCA prévoit la constitution du dossier DP-PC en zone ABF. Je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter à cette question. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Ouais, pareil. Alors, si je remonte... Ouais, si je remonte la question, c'était est-ce que l'accompagnement prend également la dimension dossier de déclaration préalable
ou Dans le permis cadre de d'une poursuite de travaux. Alors, si c'est bien ce que je pense, dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, effectivement, on a un accompagnement qui est administratif aussi. Et donc, dans la constitution des dossiers, que ce soit pour des permis de construire, etc., ça, oui, on va accompagner le maître d'ouvrage à la réalisation de toutes ces démarches administratives et à la Ok, conformité, Donc, effectivement réglementaire. Ouais. ok, je crois que c'était ça parce qu'il y a eu un complément de réponse, l'aide à remplir et suivi de dossier. Merci beaucoup. Donc ensuite, je vais inviter Odile à ouvrir son micro et Ça y est. sa caméra. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une invitée surprise qui va pouvoir un peu nous présenter justement le chantier participatif puisque ça touche quand même bien Lara. On en a déjà parlé avant. Et donc, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Odile, animatrice coordinatrice du réseau Twiza, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et Théo, mon collègue qui est là aussi, a répondu un peu dans le chat. Twiza, c'est un réseau d'entraide qui s'est constitué en société coopérative d'intérêt collectif. Et Twiza a pour vocation la promotion de la construction écologique et la promotion des pratiques participatives. En gros, toutes nos actions s'organisent sur, on va dire, 2 piliers majeurs. Le premier, c'est de créer du lien, et le deuxième, c'est de partager des compétences et des connaissances. Pour Twiza, on est connu majoritairement pour les chantiers participatifs, mais on ne fait pas que ça. On s'adresse en fait à toutes sortes de publics. On va dire d'un côté les particuliers qui voudraient rénover leur habitat ou le construire, des personnes qui ont besoin de retour d'expérience sur tout un tas de choses relatives à la construction écologique. Il y a les personnes qui veulent participer à des chantiers participatifs, etc. Donc, on s'adresse aux particuliers d'un côté et d'autre côté aux professionnels de la rénovation et de la construction écologique. Dans le réseau, il y a des pros qui font de l'accompagnement de chantier ou de conception, mais il y en a aussi qui n'en font pas. Vraiment, notre cœur, c'est d'appuyer et de soutenir les activités pour soutenir la construction écologique. Euh, pour les pros, on a mis en place avec des professionnels qui nous ont fait des retours, une offre qui s'organise, on va dire, en 2 grandes parties. La première partie, c'est quelque chose de l'ordre de la visibilité, du fait de trouver de la clientèle. On a mis en place une carte des professionnels qui fonctionne comme une sorte d'annuaire où chaque pro adhérent au réseau bénéficie d'une sorte de mini site web qu'on appelle la page pro, avec le nom de son entreprise, une photo, une présentation très rapide à mettre en place, et ensuite des réalisations dont le pro est fier. Donc ça fait ouais, voilà, un petit site internet référencé sur une carte. Et l'autre aspect pour trouver de la clientèle, c'est les clients directement ont accès à une sorte de formulaire quand ils sont un peu perdus dans leur recherche de pro, ils ne savent pas très bien quel métier solliciter, etc. Ils peuvent saisir ce formulaire et toutes les réponses euh, sont rebasculées aux pros adhérents du réseau. Et ça donne, on va dire, des projets qui sont assez qualifiés où les pros peuvent lire les descriptions et se positionner sur tel ou tel projet et rentrer en contact avec les clients. Donc ça, c'est la partie vraiment euh, clientèle, ouais, marchande. Et l'autre partie qui est vraiment notre cœur, c'est le fait de faire réseau. Et donc là, l'idée, on a mis en place, on va dire, 2 grandes choses. La première, c'est de se voir en vrai, parce qu'au final, on est une plateforme web, mais notre objectif, c'est de faire des choses en vrai, les uns et les unes avec les autres. Euh, donc faire des événements pour les pros ensemble, animer des événements ensemble, des rencontres, etc. L'histoire de faire du réseau, de se connaître, d'avoir des pratiques à l'échelle territoriale qui se nourrissent les uns des autres. Et puis, à l'échelle nationale, pour le coup, on a dédié une part de notre forum d'entraide spécifiquement aux professionnels. Où là, l'idée, c'est que entre pros, on puisse discuter d'enjeux d'assurance, de tarifs, d'accompagnement, des choses comme ça. Vraiment de la tambouille interne pro pour
bénéficier du retour d'expérience des collègues à travers la France, des personnes qui font la même chose, qui ont le même métier, et cetera. Voilà, donc je vous ai mis, sur la slide là, le lien vers la plateforme Twiza, donc ça, c'est plutôt la plateforme d'organisation des chantiers participatifs et puis celle du forum d'entraide où, l'idée, c'est de brasser toutes les questions relatives à la construction écologique et à l'autoconstruction, autorénovation, avec une part dédiée aux pros. Voilà et après, Twiza, on fait encore d'autres choses. On propose des formations qui ne sont pas des chantiers participatifs. On fait vraiment la distinction entre les 2, pour monter en compétences, sur des sujets et pouvoir, que chaque personne puisse avancer dans son projet, de construction écologique. Voilà. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Odile. J'ai vu que Théo avait bombardé de liens aussi, donc Ouais. c'est super, ça donne de la nourriture à l'auditoire. C'est une carte que Maureen a aussi présentée, qui a d'abord débuté avec la FEDAC et qui en fait, je vous invite à vous inscrire si vous êtes concerné. C'est une carte autodéclarative. Il faut la faire vivre. Sûrement qu'il y aura des informations obsolètes, mais l'idée c'est d'en parler le plus régulièrement possible pour qu'elle soit mise à jour le plus souvent possible. Alors, il y avait quelques questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout répondre parce qu'on a déjà bien débordé. On avait commencé un peu en retard. Par rapport à la question de Dinara aussi, je voulais ajouter le rôle que peut jouer une collectivité. Il y a une super étude qui avait été menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui donne plein de préconisations et de recommandations pour aller démarcher en fait sa collectivité pour qu'elle s'empare de ce sujet-là. Je vois aussi la région Normandie qui propose jusqu'à 12 000 euros d'aide en plus des aides de l'ANA et qui sont aussi compatibles. Donc ça fait plus de 15 ans qu'ils proposent cet éco-chèque et qui étonnamment, les retours d'expérience, c'est qu'ils n'ont pas tant de demandes que ça. Donc ça veut dire que l'ARA aussi montre que ce n'est pas un danger pour les entreprises de travaux, mais au moins ça a le mérite d'exister, notamment aussi grâce à l'association ARP et NRTR qui font un travail de fou en Normandie. On voit bien aussi que en Bretagne, il y a des matinales techniques, en particulier c'est vraiment axé sur le sujet ARA, qui ont lieu actuellement. Donc il y a le MOOC que Nathalie a parlé, qui va bientôt ouvrir. Enfin, les préinscriptions sont déjà disponibles. On remettra les liens après. Et n'hésitez pas à envoyer les liens que vous souhaitez partager. Là, on a déjà parlé de pas mal d'actualités. Il y a aussi une étude sortie par une doctorante, donc sociologue, et donc financée par l'ADEME aussi, qui est sortie en mars dernier. Pareil, donc elle a interviewé plus de 200 professionnels pratiquant l'ARA. Et donc c'est très intéressant de revoir un peu où est-ce qu'on en est comment est-ce que la pratique est perçue aussi maintenant, quoi, puisque c'est une pratique qui a 10-15 ans. On entend parler en tout cas depuis quelques années, mais on est encore en train de se tester, de se chercher. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous les intervenants. Désolée pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On y répondra ensuite lors de la publication du replay. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et pour les personnes qui sont en Occitanie, je vous invite à suivre nos actualités, notamment le 23 juin prochain aura lieu à Montpellier la 2e édition de notre colloque sur la rénovation. Le 18 septembre aura lieu Bâtifrais en collaboration avec nos homologues de Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA. Et donc le Festineb qui aura lieu en octobre à Nîmes. C'est le mouvement du New European Belarus. Je vous souhaite une bonne après-midi.